Bonjour, merci pour votre patience et votre présence. Nous poursuivons notre série de vidéos en prenant connaissance, en rencontrant le signe de la balance. Une balance qui, comme nous le verrons, n'a pas de rapport direct avec le hiéroglyphe qui la représenterait pour les astrologues, même si les apparences sont trompeuses, nous le verrons. L'imagerie. Dans le zodiaque tel que nous l'a légué l'Égypte pour ce qui est de l'imagerie, puisque l'origine est en réalité mésopotamienne, nous avons la balance. Je vous rappelle que vous pouvez agrandir les images en actionnant votre zoom. Et nous avons une balance avec au-dessus de la balance un petit cercle. Et dans ce petit cercle, un enfant qui a les doigts sur la bouche. De quoi s'agit-il précisément? Revenons en Mésopotamie. Il semble que les Mésopotamiens nommaient déjà balance du ciel cette partie de leur sphère céleste, mais qu'ils la considéraient comme une dépendance du Scorpion. En réalité, elle pouvait être vue comme un prolongement de la constellation du Scorpion, si bien que un petit peu plus tard, certains auteurs de langue grecque vont parler non pas du signe de la balance et du signe du scorpion, mais du signe de la balance et des pinces du scorpion qui remplaceraient la balance. Donc il y avait le signe du scorpion et les pinces du scorpion. Alors en réalité, ça ne faisait pas 11 signes, ça en faisait bien 12, puisqu'on distinguait le scorpion lui-même et les pinces du scorpion. Voyons l'aide-mémoire égyptien. Quand la pleine lune prenait place dans cette partie du ciel, c'était la première pleine lune de la nouvelle année sacerdotale. Il en reste encore des traces. Elle correspondait au premier Nisan babylonien et juif, donc il en reste des traces dans le calendrier euh, sacerdotal juif. Et nous allons très rapidement voir comment la fixation de la date de Pâques en est aussi un héritage. Un petit mot de rappel d'astronomie. Pour que la pleine lune se produise en balance, il faut donc que le soleil soit non pas en balance, mais en bélier. C'est-à-dire que la pleine lune se produit en balance quand le soleil se promène dans le bélier, c'est-à-dire entre 21 mars et 21 avril, grosso modo. Voilà pourquoi nous sommes effectivement dans le signe du début de l'année. Rappelez-vous aussi que jusque très tardivement, le calendrier commençait soit avec le printemps, l'équinoxe de printemps, soit avec le 1er avril, d'où nos poissons d'avril. Et quand nous parlons du mois de septembre qui commence avec le chiffre 7 alors que c'est le 9e mois, d'octobre qui commence avec Otto qui correspond au chiffre 8 alors que c'est le 10e mois, novembre qui commence avec Nové qui est une partie du mot qui représente le chiffre 9, c'est le 11e mois, et Dekem, c'est 10, et c'est pourtant le 12e mois. En fait, c'est donc le souvenir de l'époque où l'année ne commençait pas au 1er janvier. Dans les rites chrétiens, eh bien, au tout début, bien entendu, les chrétiens ont suivi la procédure juive, mais qui présentait un inconvénient, c'est que le nouvel an pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine, alors que les chrétiens voulaient absolument que Pâques
tombe le dimanche, parce que c'est le dimanche que la résurrection s'était produite. Donc, il y a eu, après des conflits d'ailleurs dans les premiers siècles, il y a eu une décision qui a été prise et qui a consisté, avec le concile de Nicée en 325, à décider que la première pleine lune, donc nous sommes toujours dans la notion de pleine lune, rencontrée à partir de l'équinoxe de printemps, ce qui évitait que ça défile tout au long de l'année, eh bien, c'est le repère. Le premier dimanche qui suit cette pleine lune, c'est Pâques. Comme la pleine lune peut se situer, enfin l'équinoxe de printemps peut être la veille d'une pleine lune ou le lendemain d'une pleine lune, ça donne une variation possible sur 27 ou 28 jours ou 29 jours, d'où la fluctuation de la date de Pâques dans l'année, qui reste toujours une date printanière, quoi qu'il en soit. Donc c'est un petit bricolage entre un calendrier solaire avec les solstices et les équinoxes et un calendrier lunaire avec les pleines lunes. Revenons à nos moutons, ou à notre balance plutôt. L'origine du signe actuel, eh bien, l'aide-mémoire égyptien, au cours de ce mois, les Égyptiens pesaient, engrangeaient, vendaient la moisson, fixant les impôts en conséquence. Le signe du zodiaque de Dendera, le voilà. La différence, c'est que ce hiéroglyphe avec le petit personnage dedans se situe au-dessus de la balance dans le zodiaque de Dendera. Ici, il a été représenté dessous, mais il se situe au-dessus. Ce personnage, c'est en réalité l'enfant Horus qui met le doigt sur la bouche, c'est le signe du silence. Et le hiéroglyphe lui-même, loin d'être la représentation d'une balance romaine, est en réalité un hiéroglyphe qui représente le soleil se levant entre deux collines. C'était un signe pour désigner le début de la journée, bien entendu, mais aussi le début de l'année. En voici l'écriture démotique et puis le sigle actuel utilisé par les astrologues. Si nous nous en tenons à une symbolique, une représentation du zodiaque qui soit conforme à une certaine logique, eh bien, ce n'est pas le bélier que nous devrions représenter à gauche. Parce que le bélier à gauche, nous avons en bas le solstice d'été et en haut le solstice d'hiver, ce qui n'est pas très cohérent. Il y a une raison à ça. C'est parce que jadis, quand on utilisait des astrolabes, on plaçait l'astrolabe au-dessus de la tête et on visait le ciel. Mais ça n'est plus donc très logique, alors que si nous dessinions comme un astrologue, comme Don Néroman l'a fait, la balance à gauche, nous avons bien à ce moment-là le solstice d'hiver, le Capricorne, en bas, et qui est donc au plus bas du ciel, par rapport à nous, bien sûr, et au plus haut, le Cancer, qui est le lieu du solstice d'été, et d'ailleurs au milieu du Cancer, l'exaltation de Jupiter, le Père des dieux. Et nous avons là une représentation qui a une certaine cohérence et une certaine logique. Voilà donc cette balance qui, tout au moins pour son hiéroglyphe, est un soleil se levant entre deux collines, mais ce qui n'empêche pas la balance d'être présente elle-même depuis l'Antiquité mésopotamienne. Entrons dans le signe et ses catégories. Et là, nous avons quelques surprises par rapport à la réputation que certains textes donnent à la balance. La première surprise provient d'une erreur qui est assez fréquente, qui est de déduire des attributs de l'imagerie elle-même. En clair, la balance, eh bien, ça fait des gens équilibrés, ça fait des gens sociables,
Nous trouvons ça dans la littérature populaire. Mais ce n'est pas l'étiquette qui fait le contenu du flacon. Parce que le lion, certes, est le roi des animaux, mais il passe le 2/3 de son temps à dormir. Et c'est la lionne qui va chercher à manger pour les petits. Nous avons vu que le bélier n'a foncé qu'assez tardivement, alors que c'est le taureau qui fonçait dans l'imagerie. Quant à la carapace du crabe, le cancer qui se protège dans sa carapace, comme il fut un scarabée dont la carapace est tout de même un petit peu plus fragile, il est difficile d'en tirer des conséquences franches. Donc, faire très très attention à cette erreur qui consiste à spéculer sur l'imagerie elle-même, surtout quand en plus cette imagerie a varié au cours des siècles. La balance est donc un signe diurne, donc tourné vers le dehors, solarisé. La balance est un signe cardinal, donc il y a de l'impulsion, loin d'être mou, c'est un signe dans lequel naît une impulsion. La balance est un signe chaud. Chaud, nous avons vu que le chaud a pour effet d'agréger ce qui est de même nature et de désagréger ce qui est de nature hétérogène. Donc c'est une forme d'union harmonieuse. Et humide, c'est-à-dire que nous avons là une capacité à la souplesse, à adopter, à ce que le contenu adopte la forme du contenant. Là encore, nous pourrions, par exemple, faire la différence avec le taureau, qui est très différent, mais qui est l'autre domicile de Vénus. Là où la balance est chaude et humide, le taureau est froid et sec. Là où la balance est un signe cardinal, le taureau est un signe fixe. Là où la balance est diurne, le taureau est nocturne. Et donc, la vertu, la force efficace vénusienne, du coup, se manifeste d'une façon qui n'a strictement rien à voir. Et la balance est donc le domicile de Vénus, d'où les qualités vénusiennes de la balance en termes d'affection, en termes de diplomatie, en termes de capacité à s'adresser à des gens un peu vulnérables, quelqu'un de malade, quelqu'un d'affligé, quelqu'un d'enfant. Et en même temps, c'est l'exaltation de Saturne, et c'est là que les manuels sont parfois un petit peu oublieux, c'est que la balance est un faux extraverti, c'est-à-dire quelqu'un de très sociable, mais qui ne cherche pas la foule. C'est-à-dire que quand la balance a posé son uniforme au vestiaire, elle a besoin de silence, elle a besoin de se retrouver un peu seule, elle a besoin d'aller se promener pour faire le point, contrairement par exemple à un signe comme les Gémeaux, signe mercurien, mais qui diurne, qui a besoin de brasser du monde et de s'occuper l'esprit en permanence pour ne pas avoir le temps de penser à lui-même. La balance est l'exil de Mars, donc domicile de Vénus, exil de Mars. On voit bien que non seulement il y a une surévaluation des qualités vénusiennes, mais il y a une carence des qualités martiales. Donc, ça n'est pas un candidat rêvé pour la bataille rangée, le conflit. Il y a quelque temps, j'avais quelqu'un en consultation qui me disait, très fier de lui-même, moi, quand j'arrive dans une entreprise, on m'appelle le tueur. Donc, bon, je ne sais pas si lui le considérait comme un compliment, mais voilà, nous sommes ici aux antipodes, effectivement, de la balance. Et cette timidité de la balance, cette pudeur, cette tendance à se dévaloriser, à manquer de confiance en soi, qui est peut-être bien cachée puisque c'est un signe diurne et cardinal, en réalité est tout de même assez marquée par le fait que c'est à la fois l'exaltation de Saturne, la réserve, l'intériorité, et la chute des qualités du Soleil,
c'est-à-dire la capacité à se montrer et à se vendre, entre guillemets. Voyons un ou deux mots pour la matrice. Insistons surtout sur Vénus, puisque c'est la balance est le domicile de Vénus, et je vous laisserai lire ce qui concerne Saturne pour l'exaltation. L'ascendant est en balance. La maison 12 représente les pertes, les dépenses aussi. La maison 12 représente les exils. Or, la maison 12, la plupart du temps, pour un ascendant balance, est en Vierge. Et la Vierge est la chute de Vénus. Donc, voilà un risque de gaspiller ses ressources, de perte financière et en même temps le fait de ne pas toujours pouvoir réussir quand on s'installe au loin. C'est l'exil, la maison 12. La maison 12, c'est aussi le monde des fantasmes, c'est-à-dire que la sexualité proprement dite est en maison 5, la joie de Vénus, mais la maison 12 représente le monde des fantasmes, l'imagerie mentale. Le fait que la maison 12 soit la chute de Vénus, ça peut donner des aventures beaucoup plus fantasmées que réelles. D'autant que la maison 5 pour un ascendant balance, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, c'est le domicile de Saturne, qui n'est pas une planète portée vers la séduction à tout craint. Et que dire encore? Puisque l'ascendant est en balance, le taureau, qui est l'autre territoire de Vénus, est en maison 8. Il y a donc une jonction entre la maison 8 et moi. Ça peut donner des phases dépressives. Ça peut donner aussi une capacité à se remettre en question en permanence ou avoir une vie qui est sans cesse remise en question et où on a du mal à poser ses valises une bonne fois pour toutes. Que dire encore? La maison 8, c'est la gestion de l'argent d'autrui. Pour les astrologues, c'est la deuxième maison comptée de la 7. La 7, c'est l'autre. La deuxième comptée de la 7, c'est l'argent de l'autre. Donc, quand il s'agit de gérer le capital d'autrui, il peut être bon, l'ascendant balance. Mais comme la maison 11, qui représente son salaire, c'est le signe de donc balance, maison 1, vierge, maison 12, soleil, maison 11, il peut y avoir un côté ambitieux au point de vue salarial, mais comme la maison 2, scorpion, qui représente les ressources et l'exil de Vénus, il peut y avoir des déceptions sur ce plan-là et ça confirme le risque de gaspiller ses ressources. Donc voilà quelques données un petit peu de toutes sortes pour ce qui est de Vénus et de la balance. Bon, je vois que j'ai surtout donné des défauts, donc donnons tout de même quelques qualités. En Saturne régit le cinquième signe. La maison 5, c'est les enfants. Entente généralement avec les enfants, même s'ils sont peu nombreux, bonne entente généralement avec les enfants, même s'ils sont peu nombreux, Saturne, ça ne fait rien, l'entente, la communication, la complicité généralement est bonne. De la même façon, pour l'ascendant balance, la maison 4 étant Capricorne, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Donc généralement, puisque la Balance c'est l'exaltation de Saturne, maître de la maison 4, il peut y avoir une certaine réussite en matière immobilière. C'est quelqu'un qui peut savoir
gérer son patrimoine dans ce domaine-là et également être sensible aux besoins de la population, qui est aussi un attribut de la maison 4. Et puis, ça peut tout simplement indiquer qu'on se trouve bien chez elle, malgré tout, et c'est une autre façon d'approcher ce côté un peu réservé qui est dans la réalité profonde de la balance, même si le style apparent. Voyons un aphorisme issu de textes anciens. Le natif, le nez, je dis toujours le natif parce que le nez, ça fait bizarre, causera lui-même sa ruine et sa mort, car le taureau, domicile de Vénus, est alors en maison 8. Puisque l'ascendant Balance est régi par Vénus et que Vénus correspond aussi à la maison 8, à la case numéro 8, comptée de la balance. L'un des attributs de la 8, c'est la mort. C'est il peut y avoir un rapport entre la mort et moi. D'où cette phrase, le nez causera lui-même sa ruine et sa mort. La maison 8 a un côté destructeur, car le taureau, domicile de Vénus, est alors en 8. Comme nous l'avons vu, ces portraits zodiacaux, vous pouvez les développer à l'infini, parce que nous avons aussi déduit la capacité à gérer l'argent d'autrui. Et puis, rien de tout ça n'est négatif. Quand Vénus elle-même est bien disposée à la naissance, elle donne une heureuse évolution des choses de la maison 8. Donc, du coup, ça facilite les bons attributs de la maison 8 qui sont également très nombreux. Pension, subvention, capital, etc. Voilà pour cette avec la balance et nous poursuivrons avec le scorpion pour découvrir un univers très différent puisqu'il sera le domicile de Mars et l'exil de Vénus, alors que la balance était le domicile de Vénus et l'exil de Mars. Donc les qualités et les défauts vont probablement être bonne soirée. Au revoir.